Merci. La parole est à Madame Fanélie Carré-Conte, rapporteure pour avis de la Commission des affaires sociales. Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues, c'est avec une grande satisfaction que nous approchons donc à très grands pas maintenant de l'issue du processus législatif qui nous permettra, d'ici quelques semaines, de faire qu'après l'Espagne, le Portugal, le Québec ou le Mexique, la France soit un pays supplémentaire à se doter d'une loi pour le développement de l'économie sociale et solidaire, une demande portée depuis plusieurs années par tous les acteurs de ce secteur. Encore quelques semaines donc, et les engagements pris auront été tenus. Nous pouvons, je crois, en être fiers. Dans cette dernière ligne droite, je voulais revenir sur le travail apporté par nos collègues sénateurs en deuxième lecture sur quelques-uns des articles sur lesquels la Commission des affaires sociales était saisie en première lecture et évoquer donc quelques enrichissements apportés. À l'article 1er définissant le périmètre de l'ESS, les sénateurs ont précisé les règles de gestion des entreprises qui pourront se réclamer de cette économie, celles concernant l'utilisation des bénéfices et celles concernant l'interdiction du rachat par les entreprises de l'ESS de leurs propres actions lorsque ce rachat n'est pas motivé par les pertes. Les débats auraient pu continuer longtemps sur ces questions de règles de gestion et d'encadrement de non-lucrativité, mais au final, je crois que les deux assemblées ont réalisé un travail, si ce n'est complètement similaire, tout du moins complémentaire. 3 modifications que je souhaitais souligner sont intervenues à l'article 7 sur l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Les fondations reconnues d'utilité publique pourront bénéficier de plein droit de cet agrément dès lors qu'elles poursuivent une utilité sociale au sens de l'article 2 du projet de loi. A également été décidée l'exclusion de l'agrément de toute entreprise qui a trouvé des investisseurs en capital grâce à la négociation de ses titres de capital sur les marchés financiers. Enfin, les établissements et services sociaux, médico-sociaux accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés pourront faire partie de la liste des entreprises qui bénéficieront de l'agrément de plein droit. Et puis pour terminer, à l'article 9, qui dans sa version initiale obligeait les acheteurs publics à se doter d'un schéma de promotion des achats publics socialement responsables dès lors que le montant total annuel des achats du pouvoir adjudicateur était supérieur à un seuil fixé par décret, un amendement du rapporteur de la commission des lois a remplacé ce seuil par un seuil démographique pour les communes de plus de 50 000 habitants. Après avoir retracé ces quelques évolutions sur ces articles, je voudrais finir par une ouverture sur quelques défis pour demain. La loi était indispensable, elle est porteuse de leviers déterminants pour le développement de l'ESS. À ce propos, je voudrais faire une incise sur le vocabulaire, car je sais que des débats existent dans le secteur de l'ESS sur le sens de l'expression « changement d'échelle » que nous avons beaucoup utilisé à propos de cette loi. Je voudrais dire ici qu'il ne s'agit pas de promouvoir une course à la taille systématique pour chaque entreprise de l'ESS, mais de permettre en fait à cette économie dans son ensemble de prendre un essor, une ampleur encore plus importante qu'aujourd'hui par rapport au modèle capitaliste dominant. La loi donc comporte des leviers de développement majeurs, comme Madame la Ministre en a rappelé un certain nombre, des éléments permettant la consolidation des modèles économiques des entreprises de l'ESS, la définition législative de l'innovation sociale, au même titre désormais que l'innovation technologique, l'affirmation des PTCE, qui sont pour moi des leviers d'avenir pour le développement solidaire et durable des territoires. On pourrait multiplier les exemples, mais je souhaitais évoquer au moins cela. Mais si donc la loi était indispensable, elle ne se suffira pas à elle-même dans la mesure où le principal défi à présent sera bien de la faire vivre au quotidien sur les territoires. Pour cela, il faudra, je crois, être attentif à plusieurs éléments. D'abord, il va falloir faire vivre la transversalité de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques. L'ESS va jouer un rôle déterminant dans des textes majeurs qui vont nous arriver dans les assemblées dans les semaines et les mois qui viennent et dans lesquels il faudra, je crois, faire toute sa place à cette économie. Je pense par exemple à la loi sur l'adaptation de la société au vieillissement ou à la loi sur la transition énergétique. Je pense aussi aux grandes orientations économiques. Le texte sur l'économie sociale et solidaire fait une parfaite transition avec les textes budgétaires débattus ces derniers jours. Alors que nous venons de vivre un débat sur les aides aux entreprises, sur la nécessité, c'est ce que je crois, de s'assurer que ces aides servent à celles qui en ont le plus besoin, celles qui font le choix d'investir plutôt que de rémunérer massivement des actionnaires, il est bon de souligner que nous parlons aujourd'hui d'entreprises qui ont délibérément choisi de se doter d'un modèle économique qui encadre leur lucrativité et qui consacre la majorité de leurs bénéfices à l'investissement.
Dès lors, quoi de plus normal que de les encourager? Et c'est pourquoi je crois qu'il faudra bien trouver les moyens d'aller au bout du débat sur le CICE en mettant en œuvre des solutions qui permettront d'aider à la même hauteur les entreprises de l'ESS qui ne peuvent pas bénéficier de ce CICE. Et enfin, je finirai par, j'ai envie de dire, le commencement, ce qui est peut-être pour moi le plus important, la définition de l'économie sociale et solidaire. L'ESS n'est pas qu'une juxtaposition d'entreprises dotées de règles spécifiques, elle est aussi un projet politique, porteuse d'une histoire, porteuse d'un projet de société qui doit questionner le pouvoir, les dogmes, les modèles dominants. Combien en avons-nous besoin dans la période? Et s'il est peut-être inhabituel pour un élu de dire cela, je crois néanmoins essentiel de réaffirmer que les acteurs de l'ESS doivent rester en permanence attentifs à conserver leur autonomie vis-à-vis des pouvoirs publics, autonomie qui fait leur identité et qui est indispensable, j'en finirai là, pour continuer à porter et écrire ce projet politique émancipateur, car je crois que derrière les questions économiques que nous avons beaucoup évoquées à travers ce projet de loi, il y a une question de démocratie véritablement déterminante à travers l'ESS. Je vous en remercie. Merci.